On reprend. On y va. Toujours faire des tas de trucs en même temps. Bien. Je continue, si vous voulez, à dérouler le fil de la tentative de clarification. Et puis, une fois qu'on aura vu la TH, et en fonction du temps, on pensera à ce moment-là aux questions individuelles que vous pourriez avoir. Je suis à peu près certain que tout ne sera pas nécessairement complètement clair au regard notamment des questions que vous pouvez vous poser chez vous. Donc, on prendra le temps nécessaire pour ça. Alors, comme les cartes vous l'ont montré, on a donc une situation de départ dans laquelle il n'y a aucune chance statistique pour que le produit perdu de TH soit équivalent au produit du foncier bâti qu'on vous transfère. On va donc imaginer un système de neutralisation par le biais, non pas, comme c'était le cas en 2011, du FNGIR, dans lequel on avait calculé le différentiel, et s'il était positif, on prenait la différence qui, vous le savez, est figée dans vos budgets depuis 2011. À l'inverse, si le montant des recettes nouvelles ne suffisait pas, on vous attribuait du FNGIR, et puis il y avait même l'enveloppe État qui s'appelait la DCRTP, qui s'appelle toujours la DCRTP, qui a une caractéristique depuis 3 ans, c'est qu'elle diminue, vous le savez. Elle a d'abord diminué dans les départements et dans les régions, elle diminue aujourd'hui dans les communes et EPCI. Et effectivement, c'est un élément qui est un élément handicapant pour les perdants de la réforme. Ici, on a choisi autre chose. On a choisi autre chose parce que les élus, dès le départ, et l'AMF en premier, a dit plus de FNGIR. Alors pourquoi? Parce que le FNGIR, en fait, a une réalité, c'est qu'il fige, je l'ai indiqué, les situations, quelle que soit par ailleurs l'évolution des capacités des territoires. Et par exemple, l'une des grandes questions aujourd'hui qui se pose au niveau des finances locales, c'est l'avenir du territoire de Fessenheim, parce que vous savez que la centrale nucléaire va fermer, et qu'en fait, le territoire sur lequel se trouve la centrale est versant du FNGIR par rapport justement à l'effet de la réforme de la taxe professionnelle qui avait été sur ce point, compte tenu de l'impact de l'IFER énergétique, extrêmement positif. Donc le territoire va se retrouver demain à devoir payer du FNGIR alors qu'il n'aura plus la ressource du foncier, puisque progressivement elle va disparaître. Et donc c'est vrai que l'AMF avait dit plus de FNGIR, trouvez-nous autre chose. Et donc ce que l'État a imaginé, c'est un coefficient correcteur qui va avoir une première fonction. C'est que l'année de la réforme, il neutralise les différentiels. Alors comment on fait? On a vu qu'on avait calculé le différentiel. On va calculer maintenant ce que rapporte le nouvel impôt, c'est-à-dire le foncier bâti cumulé commune plus département. Et on va regarder si le différentiel était positif. On va en tenir compte. Et si le différentiel était négatif, on va en tenir compte aussi, bien évidemment, de façon qu'après l'application du coefficient correcteur, le montant des nouvelles ressources de foncier bâti cumulées, commune plus département, soit exactement égal au montant des anciennes ressources communales, foncier bâti, plus TH perdu. Ça veut dire que si vous êtes sous-compensé, comme votre différentiel est positif, on va le rajouter au numérateur. Non, pardon, comme il est négatif, on va l'enlever au numérateur et on va avoir un coefficient inférieur à 1. Si vous êtes surcompensé, pas que je m'en mêle les pinceaux, excusez-moi, là on sent que le sommeil commence à... non pas qu'il manque, mais enfin... Donc réveillez-moi, applaudissez. Donc je répète, si vous êtes surcompensé, vous avez un différentiel, je vous le rappelle, qui est celui dont je vous ai donné la définition là. Le différentiel, vous voyez, c'est le produit TH moins le produit foncier bâti. Ce différentiel est négatif si vous êtes surcompensé. Donc si vous êtes surcompensé, comme le différentiel est négatif et qu'on l'enlève au produit, vous allez avoir un coefficient correcteur inférieur à 1. Et si vous êtes en revanche sous-compensé, vous allez avoir un coefficient supérieur à 1. Alors c'est vrai que intuitivement, c'est un peu bizarre, parce qu'on est surcompensé, donc on a un coefficient sous 1, et si on est sous-compensé, on a un coefficient sur 1. Mais bon, c'est comme ça. Alors, exemple,
toujours avec le graphique extrait de notre merveilleuse publication qui s'appelle le DOB en instantané, dont je vous conseille la lecture si vous ne le connaissez pas, qui est un outil d'aide en fait à la préparation de vos propres rapports pour le débat d'orientation budgétaire. Dans la première commune, vous savez, celle qui avait 10 500 de trop, ben, quand on fait le calcul du produit communal et du produit départemental, ici on a imaginé 123 000, mais comme il y a 10 500 en trop, on va les enlever, et donc on obtient un coefficient correcteur de 0,91, et si on applique le 0,91 au nouveau produit, on obtient 112 500, ce qui est précisément le montant correspondant au produit du foncier bâti et au produit de l'ancienne TH. Et si on prend la commune B, elle a un produit, vous le voyez, de 95 000. On rajoute, dans la mesure où elle était sous-compensée, les 3 500 manquants. On va obtenir un coefficient correcteur de 1,04. Multiplié par 1,04, 95 000, ça fait très précisément 98 500, qui est le produit de son ancien foncier bâti et de la TH perdue. Donc, la DGFiP a déjà commencé à calculer les coefficients correcteurs sur la base des états 2018, avec quelques lacunes inévitables liées à l'utilisation des états 2018, c'est qu'on n'a pas les compensations d'exo de foncier bâti, par exemple, et qu'on n'a pas les rôles supplémentaires. C'est normal, c'est les DDFiP qui les calculent. Il y a une plus grosse lacune dans la simulation de la DGFiP que vous avez peut-être vue, parce qu'elle a été chargée de les faire descendre au niveau des directions départementales, qui elles-mêmes les font descendre au niveau des trésoreries, et peut-être que votre trésorerie vous a donné les estimations de votre COCO. Alors, le gros manque, en fait, de la simulation des GFIP, c'est qu'elle a pris les taux 2018. Ce qui veut dire que si vous avez augmenté vos taux, ça change le COCO. Nous sommes en train de travailler. Il y a 40 ans, jamais on n'aurait osé parler comme ça. Hein. Mais bon, la vie politique évolue, vous le savez. Nous sommes en train de travailler à la direction des études, en fait, sur donc des simulations complémentaires dans lesquelles on réintroduit le foncier bâti, l'exonération de foncier bâti départemental, dans lesquelles on tient compte des taux 2017. On ne sait pas encore ce qu'on en fera, si on les publiera, si on les mettra à disposition éventuellement dans les territoires. Renseignez-vous éventuellement, et donc je peux que vous conseiller, je le referai à la fin, de vous abonner à nos publications. Vous avez l'information immédiate de ce qui se passe. Si jamais on publie quelque chose, vous aurez à ce moment-là la possibilité d'avoir un coefficient correcteur un tout petit peu plus proche, si vous voulez, de la réalité. Et puis on fera la même chose quand les états 2019 seront sortis. Alors, si on regarde la répartition du coefficient correcteur, on retrouve un peu la correspondance avec mes graphiques de tout à l'heure. Vous voyez que le coefficient correcteur est plus souvent positif, au-dessus de 1, je veux dire, quand on est plus peuplé, et qu'il est assez fréquemment négatif quand on est moins peuplé. C'est normal, il est négatif. Il est inférieur à 1 quand on est surcompensé, donc pour les petits. Et en revanche, les gros, qui sont sous-compensés, eh ben, ils ont un coefficient supérieur à 1. Et puis, vous avez cette extraordinaire chose, hein, on dirait que la réforme est au cœur, finalement, du mandat, hein, si vous le renversez un peu. On a cet extraordinaire blanc qui correspond à la mesure de faveur présentée en août par Gérald Darmanin et Jacqueline Gourault et concrétisée dans la loi de finances, qui consiste à dire que si le gain est inférieur à 10 000 €, les communes le gardent et ne se voient pas appliquer le coefficient correcteur. Alors c'est pas mal parce que ce gain de 10 000 €, il est quand même, évidemment c'est une fleur aux toutes petites communes, hein, il ne faut pas dire le contraire, mais c'est quand même une fleur qui, sur le plan de la cohérence financière, est anormale. Elle est anormale parce que, si vous regardez quelques graphiques illustratifs, le gain est d'autant plus important que la commune est très faible, très faiblement peuplée. Vous avez en France une commune qui va voir ses recettes de fonctionnement augmenter de 55%. Moi, si on vous propose 55%, vous signez tout de suite. Hein. Alors le problème, vous le voyez, c'est une commune qui a 20 habitants. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse avec ça?
Et donc, on a une réalité. C'est un vœu, hein. Plus vous êtes petit, plus vous gagnez. Bon. Alors on sait que l'État a eu des problèmes avec le monde rural au cours des dernières années. Vous savez ce qui s'est passé? Il a adopté une bonne partie des mesures de l'agenda rural présenté par la MRF. L'État était présent, le Premier ministre, Olivier Dussopt était présent à l'Assemblée générale au mois de septembre. Bon, on va reconstruire, remettre l'État dans les territoires, on va créer 1000 cafés. Ce qui est très bien, parce que comme ça, si jamais j'ai l'occasion de faire la route entre Lyon et Limoges, je pourrais m'arrêter sur la route. C'est pas moi qui conduisais. Hein. Et puis, bon, mais enfin, honnêtement, c'est quand même pas complètement logique, quoi. On fait une fleur aux petites communes, et on fait une fleur aux petites communes, aux toutes petites, et même pas à toutes, seulement 7000. Mais on leur fait une fleur sans considération de leur richesse. Parce que ce que vous voyez ici, c'est que quelque part, le potentiel financier, il ne compte pas, mais à la limite, s'il compte, c'est plutôt, plus vous êtes riche, plus c'est intéressant. Prenez la commune ici, qui va gagner 450 € par habitant, eh bien, elle a un potentiel financier de 1500, autrement dit, elle va avoir 30% de richesse en plus. Je l'aime bien, je dis rien, je ne sais pas qui c'est. Mais on peut se demander si tout ça est cohérent. Alors, si vous regardez ce qui se passe chez vous, vous avez la même réalité. Plus vous êtes petit, plus vous gagnez. Alors, les gains sont très relatifs. Hein. Mais enfin, 16% des recettes de fonctionnement, ce n'est pas complètement négligeable. Vous allez me dire, c'est qui? Je ne vous le dirai pas. Mais bon, on pourrait. Hein. Et puis là, même chose, hein, vous voyez, le potentiel financier sur la droite, plus vous en avez, plus ça monte. Donc, bon. Alors, je ne vous le dirai pas. Pourquoi je ne vous le dirai pas? Parce qu'il faut faire attention, c'est un truc extrêmement fragile, les 10 000 €. Vous avez un effet de seuil. Hein. À 10 000, vous les gardez. À 10 001, vous perdez tout. Ou plutôt, vous avez un coco. Et vous voyez la forme du cœur de tout à l'heure. Ça veut dire que vous pouvez passer de 1 à 0,50 uniquement parce que vous avez 1 € de plus entre 2018 et 2020. D'où l'importance de regarder les simulations, d'où l'importance de savoir si vous êtes très proche des 10 000 pour faire éventuellement la seule chose qui vous permettrait de ne pas avoir un différentiel supérieur à 10 000 €. Le problème, c'est que comme le différentiel, c'est la TH des bases 2020 et du taux 2017 et le foncier bâti du département, sur quoi vous pouvez bien jouer. Vous pouvez éventuellement jouer sur les bases en allant voir les nouveaux habitants chez vous et en leur disant « déclarez pas ». Non mais, vous voyez à quelle absurdité on arrive. Hein. Et tout ça parce qu'il y a un effet de seuil qui est meurtrier. Hein. Donc faites attention. Point auquel il faut regarder un peu. Vous ne pouvez même pas jouer sur vos taux. Hein. Le taux de TH, vous ne pouvez plus. Et votre taux de foncier bâti, en fait, il ne joue pas sur le différentiel. Puisque le différentiel, il est calculé avec le département. Ou alors, ce que vous dites, éventuellement, c'est au département où vous êtes, de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse, baissez votre taux de foncier bâti en 2020. C'est une possibilité. Hein. Parce que du coup, par définition, le produit transféré, il sera moindre. Et donc, le différentiel, il sera diminué. Et vous voyez à la tête des départements, si tout le monde leur dit baissez les taux. Bien, vous voyez la tête de l'État. Parce que si jamais tous les départements baissent leur taux de foncier bâti, comme l'État assure la différence, c'est plus 400 millions qu'il faudra qu'ils mettent. Hein. Donc, ce que je dis, c'est du raisonnement par l'absurde. Ce n'est pas ce qui va se passer. Mais ça montre à quel point cette réforme a quand même des fragilités. Alors, ensuite, comment ça marche, le coco? Comme je l'ai dit, on neutralise l'année de la réforme. Donc on calcule le coco sur 2020. Mais ensuite, il demeure pérenne chaque année. Ce qui veut dire que si la première année, on vous prend 20% de vos bases, de votre produit, parce que vous avez un coco de 0,80. Les années suivantes, on vous prendra 20% de votre produit à taux constant parce que vous aurez toujours un coco de 0,80. Ça veut dire que si vos bases augmentent, une partie du produit lié à l'augmentation
repartira à l'extérieur. Si vous avez 100 000 de produits, un coco de 0,80 et qu'on doit vous donner 80 000 pour équilibrer la première année, si la deuxième année, vos bases augmentent de 5% et que votre produit passe à 105 000, vous n'aurez pas les 105 000, vous n'aurez pas non plus les 85 000, c'est-à-dire l'augmentation résultant des bases, vous aurez 84 000, et il y a 1 000 d'augmentation des bases qui repartiront à l'extérieur. En revanche, si vous avez un coco supérieur à 1, ce coco s'appliquera de la même façon les années suivantes. Donc si vous avez 100 000 et que vous avez un coco de 1,20 qui fait qu'on vous donne 120 000 pour équilibrer, si l'année suivante vos bases augmentent de 3% et donc que votre produit théorique est 103 000, on ne vous donnera pas 103 000 plus les 20 000 de la première année, mais on appliquera le coefficient correcteur aux 103 000. 103 000 multiplié par 1,20, ça fera 123 600. Et donc, vous aurez un produit qui augmentera plus vite parce que si vos bases augmentent, vous récupérerez du produit complémentaire de la part des autres. Toute la question étant de savoir si le rythme de croissance des bases des surcompensés permettra d'alimenter le rythme de croissance des bases des sous-compensés. Et en pratique, ce n'est pas vraiment ce qu'on croit, parce que d'habitude, les bases augmentent plus vite en milieu urbain qu'en milieu rural. Donc, ce qui est parié, c'est que l'État, la première année, il va mettre 400 millions pour équilibrer, puis la deuxième année, il faudra peut-être qu'il mette 450 millions, puis 500 millions, puis 600 millions, puis à un moment donné, il va dire, bon, tout ça, c'est bien beau, mais quand est-ce que ça s'arrête? Alors, vous avez compris, vous avez 2 pages, je ne vais pas les détailler, qui reprennent en fait le texte. Je répète, c'est un texte qui est très clair dans son application. Comme ça, il n'y a aucun problème d'interprétation. Il est moins clair dans sa rédaction. Donc, vous avez la reprise du texte ici pour les 2 catégories. Et vous avez en fait ensuite une logique qui présente la dynamique. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je viens de le dire. Vous allez le voir avec un exemple chiffré. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre cette logique de distribution des bases entre les surcompensés et les sous-compensés au fur et à mesure qu'elles évoluent. Alors, le coco, chez vous, c'est ça. Le blanc, c'est les moins de 10 000, d'après nos simulations, fondées sur les bases 2018. Donc, c'est très fragile. Vous retrouvez exactement les correspondances de couleurs. Ce qui était vert reste vert ou devient blanc. Ce qui était jaune, orange et rouge reste jaune, orange et rouge. Avec des coefficients correcteurs qui sont parfois, dans quelques communes de la Haute-Vienne, vous le voyez, supérieurs à 1,15. Et des coefficients correcteurs qui sont dans beaucoup de communes, ou en tout cas un nombre non négligeable de la Corrèze et de la Creuse, un coefficient correcteur inférieur à 0,80. Comprenons bien ce que ça veut dire. Dans une commune surcompensée, la croissance des bases est partiellement redistribuée ailleurs. Et d'une façon générale, l'impôt payé par le contribuable est partiellement redistribué ailleurs. Dans une commune sous-compensée, l'impôt payé par le contribuable est compensé par une ressource externe et la croissance des bases est dopée par un complément externe. Ça veut dire que dans les communes sous-compensées, le problème ne se posera pas véritablement, sauf, je l'ai dit, à la fois de la logique des dynamiques globales et peut-être, on le verra aussi, du pouvoir de taux. Mais dans les communes surcompensées, vous risquez assez vite de vous retrouver avec un dialogue prenant la forme suivante. Lorsqu'en 2021, vous allez voter pour la première année vos taux de foncier bâti globaux, et qu'au mois d'octobre, dans le bulletin municipal, vous allez expliquer ce que vous faites avec l'argent des gens. Imaginons que vous ayez un coefficient correcteur de 0,80. Vous allez dire, moi, j'ai perçu 800 000 € de foncier bâti. Et puis, vous avez un propriétaire qui vous aime bien, qui va venir voir le maire et qui dit, monsieur le maire,
C'est très intéressant ce que vous dites dans votre bulletin. Et alors, concrètement, mes 1 000 euros, moi, ils ont servi à quoi? Alors, le maire va commencer à lui dire, mais je n'ai pas eu 1 000 euros de votre part, cher monsieur, j'en ai eu 800. Pourquoi vous en avez eu 800? Parce qu'il y en a 200 qui sont repartis à l'extérieur. Il y en a 200 qui sont repartis à l'extérieur. Ah ben oui, c'est comme ça. Avant, vous payez à la commune et au département. Maintenant, vous payez à la commune, mais pas tout. Il y en a une partie qui est redistribuée aux autres. Ah, et vous pouvez savoir qui? Ah ben non, pas du tout. Hein. Il y en a 10 000. Bon, alors donc vos 200 en plus, ben, ils ont été répartis entre les 10 000. Oh, ça ne fait pas beaucoup par personne, ça. Hein. Je ne vous le fais pas dire. Ça va encore. Mais vous avez des communes où vous avez un coefficient de correcteur de 0,03. Sur les 1 000 euros, il y en a 30 qui restent. Vous imaginez la tête du contribuable? Mais attendez, ils sont partis où les 970 euros? Mais je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, cher monsieur. Ils sont partis parce que l'État a organisé un système comme celui-là. Et si le type est bien introduit, il appelle Élise Lucet. Et vous avez immédiatement... ça va être marrant, je ne vous dis pas. Ça va être... Bien, donc voilà comment ça marche, hein, vous avez bien compris. En blanc, pas de coco, on garde les 10 000. En vert, coco inférieur à 1, on voit une partie de son produit repartir. En rouge et jaune, coco supérieur à 1, on complète le produit voté par une croissance correspondante à la croissance de ses propres bases. Ça veut dire que dans un EPCI, comme, je prends un exemple totalement hypothétique, hein, je ne connais pas la politique d'aménagement de l'espace de Limoges Métropole, mais si Limoges Métropole veut créer des zones d'activité, qu'est-ce qu'elle va se dire? Qu'il faut les créer là où le coefficient correcteur est supérieur à 1, puisque toute base supplémentaire rapportera en plus de l'argent de l'extérieur. Sauf que ce n'est peut-être pas du tout intelligent en termes d'aménagement de l'espace de les mettre là. Donc on va avoir des conflits potentiels de raisonnement entre le raisonnement purement financier et le raisonnement rationnel, spatial, territorial, qui consiste peut-être à mettre les zones d'activité là où il y a déjà de la mobilité, là où il y a déjà de la qualification, là où il y a déjà de l'habitat, et pas aller chercher une commune totalement sous-compensée uniquement parce qu'elle l'est. C'est une question qu'il va falloir se poser. Pour les communes elles-mêmes, pas grand-chose à faire, hein. Le système il est là. Ce qu'on peut éventuellement imaginer, comme Marie-Noëlle l'a dit tout à l'heure, c'est que en fait, l'année 2020 soit mise à profit pour rectifier un peu les défauts du coco, et notamment la DCF est porteuse d'un projet qui consisterait à traiter les compensations au niveau du bassin intercommunal. Ça aurait le mérite éventuellement de neutraliser un peu les trucs, mais pas complètement, parce que vous voyez ici, hein, globalement, vous avez tous les EPCI de la Creuse sauf 2 et tous les EPCI de Corrèze sauf 1, qui en fait auront tous un coco inférieur à 1, donc ça ne résoudrait pas complètement les choses. Alors bon, exemple graphique, parce que je parle bien d'un transfert, d'une redistribution des bases. En revanche, les taux restent les vôtres. Parce qu'il serait quand même un peu gros de voter des augmentations de taux et de dire aux contribuables que l'argent supplémentaire que vous leur avez demandé, vous le redistribuez aux autres. Non, mais si c'est déjà ce qui existe en matière de péréquation, hein, parfois quand on ne peut pas l'alimenter correctement. Donc, chaque commune garde intégral le produit de sa politique fiscale. Alors, ce que vous voyez ici traduit dans des graphiques qui sont un tout petit peu compliqués, vous avez un produit voté ici, donc tel qu'il est mentionné dans l'État 1259, qui est en rouge. Dans ce produit, vous avez une part qui résulte d'une hausse de taux. Cette part, on va la sortir du calcul pour n'appliquer le coefficient correcteur qu'au reste, qui lui correspond bien aux bases. Et à ce reste, on va appliquer le coco pour retirer le montant correspondant. Il restera donc à la commune le produit des bases après coco, plus le produit des hausses de taux intégral. Dans une commune sous-compensée, on va faire la même chose, mais bien évidemment, du coup, vous comprenez que le produit
total, adjonction aux bases et produit de la fiscalité propre, eh bien, il évolue un peu moins vite, bien évidemment, que si la commune avait capté une partie de sa hausse de taux vers les autres contribuables. Mais ce serait quand même un peu gros d'aller augmenter les taux chez soi en disant de toute façon, c'est 24 pilotes qui vont payer aussi. Vous comprenez qu'il n'y a aucune raison pour que ce soit le cas. On a donc un système qui, en fait, dans un exemple numérique, se traduit comme ça. Je reprends mon cas du calcul de départ. On perd 100 000, on touche 150 000. On a donc un différentiel de 50 000. Le foncier bâti départemental, plus élevé que la TH perdue. Une fois qu'il a été transféré, le foncier bâti total, c'est donc 250 000. Mais comme on n'a besoin que de 200, on va calculer le coefficient correcteur pour ramener les 250 000 à 200. Ça donne 0,80. Vous voyez que le coefficient correcteur ne dépend donc pas seulement de l'écart de compensation, il dépend aussi du poids total du foncier bâti. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, malheureusement, il n'y a plus grand-chose à faire en matière de rectification. Une fois que c'est fait, l'année de référence, qui est donc l'année 2020, on applique ce COCO pour vérifier que c'est bien le montant exact perdu qu'on restitue. Imaginons en 2001, vos bases augmentent de 4%, mais vous n'augmentez pas vos taux, parce que vous voulez voir ce qui se passe. Le produit perçu sur le territoire, c'est 260 000. Au taux de 25%, cumulé commune département, c'est donc 260 000 au taux de 25%, c'est ce que je dis. On applique le COCO 0,80, ça fait 208 000, on vous donne 208 000, le reste, 52 000, ça part à l'extérieur. Ce qui veut dire que chez vous, ça augmente de 4%, à l'extérieur, ça augmente de 4%, il y a bien une redistribution de la croissance des bases. Prenons le cas de l'année 2022. Tout bien pesé, vous avez regardé comment ça marchait, c'est la première année réelle efficiente de votre mandat, vous commencez à faire monter les investissements, et puis surtout, on est assez loin des élections de 2026 pour que ce soit le bon moment pour augmenter les taux. Donc, vous les augmentez de 5%. Et vos bases augmentent aussi de 5%. Ça va vite, hein? Elles passent donc à 1 092 000. Votre taux devient de 26-25%. Le produit perçu sur le territoire, c'est 286 650. On applique le COCO à ce produit hors augmentation de taux. C'est ce que vous montre la fraction 25 sur 26,25. C'est-à-dire l'ancien taux sur le nouveau. L'ancien taux, c'est le taux historique, c'est celui qui est le taux de départ et qui restera toujours le taux de départ. Et en revanche, à la différence de taux, les 1,25 en plus, on n'applique pas le coefficient correcteur, ce qui veut dire qu'on vous laisse l'argent. On obtient donc un produit de 232 050. Le produit redistribué, c'est la différence, 54 600. Ça fait 5% de plus que l'année précédente. C'est la croissance des bases. Donc on voit bien sur cet exemple que le système organise une redistribution de la croissance des bases, mais jamais de l'évolution des politiques fiscales. Comprenez ? Donc ayez bien ça en tête, avec deux précisions. On ne sait pas comment ça apparaîtra, ni sur les états de 1259, ni sur le budget. À partir du moment où on n'a pas voulu du FNGIR, il est probable que ce qu'on vous attribuera, c'est le montant finalement perçu. Alors vous me direz, mais comment est-ce que l'État peut nous l'indiquer sur l'état de 1259 puisqu'il ne connaît pas notre politique de vote des taux? Tout simplement parce que la politique de vote des taux est indépendante de l'évolution des bases. Vous voyez? Autrement dit, ce que vous allez avoir, vous avez toujours une colonne qui vous calcule le produit potentiel avec les nouvelles bases à taux de l'année précédente. Vous aurez toujours ce produit potentiel avec le taux de l'année de référence.
mais vraisemblablement avec application du coefficient correcteur. Puis pour le reste, ben, vous voterez un taux, le même ou un autre, et vous encaisserez le produit correspondant. Ça, c'est le plus vraisemblable. Deuxième hypothèse, c'est qu'on vous le fasse mettre dans le budget, comme le FNGIR aujourd'hui. Ça n'a pas eu, il n'y a pas eu de question au Parlement. Nous, on n'a pas le sentiment que c'est comme ça que ça va se passer. Autant que les choses soient claires, parce que c'est quand même assez monstrueux d'aller expliquer à une commune qu'elle doit mettre dans son budget 1 million d'euros, mais qu'elle doit en ressortir en dépenses 970 000, si elle a un coefficient correcteur de 0,03. Puis alors vous voyez en plus la complication, chaque fois qu'on prend des assiettes comme les recettes de fonctionnement ou les dépenses de fonctionnement pour calculer des dispositifs de péréquation, on n'est pas sorti de l'auberge. L'autre question qu'on se pose, c'est comment ça va apparaître sur la feuille du contribuable. Tout à l'heure. Est-ce qu'on va lui dire vous payez 1000 à la commune, ou est-ce qu'on va lui dire vous payez 1000 mais il y en a seulement 30 qui vont à la commune, de sorte qu'il le verra tout de suite et qu'il va du coup pouvoir demander où vont les autres. Et ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez dans la Déclaration des droits de l'homme un article qui fonde quand même le droit à la société de savoir quel est l'emploi de la contribution aux charges publiques. Mais là, ça disparaît complètement. Et c'est d'autant plus intéressant qu'en 1991, quand on a mis en place le système du Fonds Île-de-France, le Conseil constitutionnel avait validé ça au motif que les communes devaient faire un rapport sur l'utilisation de l'argent qui venait d'ailleurs. Mais ce système a complètement disparu. Sur le FPIC, vous ne faites pas de rapport sur l'utilisation de l'argent que vous touchez. Et là, on verra. D'ici que le citoyen dise « mais attendez, cet impôt est scandaleux, il n'est pas conforme à la Déclaration des droits de l'homme », et que Bercy dise « ah, un impôt inconstitutionnel, supprimons-le ». Vous voyez, je vous fais rire avec des horreurs. Non, j'exagère. Si le foncier doit être supprimé, ce ne sera pas pour ça. Et je ne pense pas qu'il sera supprimé, je vous rassure. Voilà pour le coco. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Vous êtes assommé ou vous êtes ébahi d'admiration devant un système aussi subtil? Non, je ne suis pas ironique là. Je répète, c'est une trouvaille. C'est une vraie trouvaille. Et par rapport au FNGIR, elle a un immense mérite, c'est que sur un impôt où en fait les logiques d'implantation ne sont pas seulement communales, il faut bien le dire. Imaginez une redistribution systématique des bases. Pourquoi pas, Moi, je trouve que c'est plutôt pas bête. En revanche, vous comprenez, il y a quand même des vrais écueils. Il y a l'écueil de la transparence. Il y a l'écueil des fameuses 7000 communes. Parce que les 7000 communes, on leur garantit ad vitam aeternam le fait qu'elles vont garder toute la croissance de leur base. Ça veut dire qu'une commune qui a juste 9 999 par le fait du hasard, mais qui a 5% de base en plus tous les ans, ne pourra, dans 5 ans, que se féliciter d'avoir été juste sous le couperet. Est-ce que ça peut durer raisonnablement? Et puis, il y a le problème de l'équilibre global. Donc, c'est pour ça que l'État prévoit un rapport dans les 3 ans pour dire est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. On verra ce qu'il en sera. D'autant plus qu'il y a une question que... Tiens, c'est vrai, vous n'avez pas posé ça. Je vais donc y répondre. C'est la vieille légende qu'on raconte toujours sur les conférences de presse du général de Gaulle. Je ne sais pas si vous avez vu un très beau bouquin qui s'appelle « Le grand livre des méchancetés », qui est sorti chez Bouquin, je crois justement, qui répertorie des tas de citations un peu ironiques. Et donc la couverture, c'est un dessin de Moisan, je crois, du Canard enchaîné, où on voit le général de Gaulle, donc en conférence de presse, dire en substance « Eh bien, je vais maintenant répondre aux questions que vous ne m'avez pas posées ». Donc c'est exactement ce que je vais faire, en imaginant que vous me demandez « Et que deviennent les nouveaux habitants en termes de ressources ?» Eh bien, les nouveaux habitants, en termes de ressources, ils ne vous rapportent que de la DGF. Entendons-nous bien, ils rapportent du foncier bâti si ça construit. Mais ça veut dire que derrière la construction, la TH que vous auriez pu espérer des nouveaux habitants n'existe pas. La compensation se fait sur la base 2020. Un point, c'est tout.
Et c'est donc l'une des grandes interrogations aussi posées par notamment le mouvement du logement social et une partie des villes urbaines, c'est quel est l'intérêt à construire du logement social demain si d'une part on n'a que du foncier bâti exonéré et compensé à hauteur de 0,06%, et d'autre part, non, à hauteur de 6%, enfin c'est quand même pas beaucoup, et d'autre part, si on n'a plus la taxe d'habitation, qu'auraient au moins rapporté les nouveaux habitants? Il n'y a pas de réponse. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Ça veut dire, vous le comprenez, que vous allez avoir à vous poser la question, si vous êtes en phase de croissance démographique, de la couverture financière des services publics induits par cette croissance démographique, qui peut être assurée en partie par le transfert départemental du foncier bâti, mais pas seulement. Donc, question pour demain, est-ce que vous reprenez ou pas une partie du pouvoir d'achat qu'on rend aux habitants, par le biais, par exemple, de la tarification? Je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi, je ne sais pas si vos élus voudront y réfléchir. C'est en tout cas une question qu'il n'est pas illégitime de se poser. Pas d'autres questions pas posées? Alors, pour les EPCI, les départements et la ville de Paris, le système est le même. On transfère de la TVA. Et cette fraction de TVA, elle correspond, et là c'est une légère entourloupe, il faut bien le dire de la part de Bercy, elle correspond au pourcentage que représente en 2020 la TH perdue par les EPCI calculée au taux 2017, ou par les départements le foncier bâti perdu calculé au taux 2019. Pourquoi 2019? Parce que l'État considère que les départements pouvaient ne pas savoir, avant 2019, que, en fait, on leur prendrait leur impôt. C'est pas faux. Donc, on calcule la TH perdue et on regarde ce que ce montant représente par rapport à la TVA encaissée par l'État en 2020. Donc, dans les EPCI, en gros, 7 milliards d'euros, un petit peu plus de 7 milliards d'euros, c'est à peu près 4%, un petit peu plus de 4%, 4,5% de la TVA totale. Pour les départements, 14 milliards d'euros, c'est à peu près 8% de la TVA totale. Et on va faire ça département par département et EPCI par EPCI. Donc dans le plus petit EPCI que vous pouvez trouver en métropole ou outre-mer, qui doit encore faire dans les 5500 habitants, vous allez avoir un pourcentage de TVA qui va être de 0,0000 quelque chose %. Et ce pourcentage s'appliquera tous les ans au produit de TVA de l'État de l'année précédente. Le législateur ayant accepté l'argumentation de Bercy, suivant lequel, pour éviter aux EPCI d'avoir une incertitude sur leurs recettes, il valait mieux calculer sur un produit connu, pour éviter d'avoir à faire des régules. Donc en 2021, on calculera la recette sur la base de la TVA 2020. Mais comme on aura calculé aussi le pourcentage sur la base de la TVA 2020, ça veut dire qu'en 2021, les EPCI percevront le montant qu'ils auront perdu en 2020. Il y a donc une année de croissance de l'assiette qui saute. Alors ils ne sont pas contents, ça fait 210 millions perdus, c'est pas rien. Les départements sont encore moins contents, ça fait 400 millions perdus. Pour les départements, l'État a dit on va vous faire une fleur, on va mettre en place un fonds de secours en cas de crise qui représente 250 millions. Vous parlez d'une façon de couvrir une crise. Quand on sait ce qu'a été la chute des droits de mutation lors de la crise de 2008-2009, ce n'est pas 250 malheureux millions qui suffiraient à faire quelque chose. Et pour les EPCI, il n'y a pas de consolation, donc ils ont eu beau hurler, ils ne hurlent pas. Enfin, les associations d'élus ont eu beau protester, l'État, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà comment ça se passe. Vous comprenez que derrière, on a deux questions. La première, elle est traitée. Qu'est-ce qui se passe si le produit de TVA de l'État baisse? Et surtout, j'ose pas clair, mais qu'est-ce qui se passe s'il baisse à cause de la politique de l'État? Imaginez que l'État décide de baisser les taux de TVA. Le produit baisse. Il n'y a pas de garantie là-dessus.
Et si le produit baisse, en revanche, la seule garantie qu'il y a, c'est s'il baisse en dessous de 2020, au moins vous aurez le produit de 2020. C'est pour ça qu'il faut, si on raisonne de façon absurde, mais vous savez que parfois j'aime bien raisonner par l'absurde, s'il y a une crise économique, il vaut mieux qu'elle vienne tout de suite. Parce que si elle vient dans 10 ans, entre-temps, la TVA aura tellement augmenté que même si elle se casse la figure, elle ne redescendra pas au niveau de 2020. Et là, les EPCI, dans 10 ans, ils prendront plein pot la chute de la référence. C'est un vrai problème. Et le deuxième problème, c'est un problème de croissance des territoires. Parce que la fraction restant inchangée dans l'état actuel du texte, un territoire qui a une croissance démographique de 1% de sa population, 2 fois plus rapide que la moyenne, eh bien, il touchera toujours le même pourcentage de TVA. Il aura des recettes sur cette part qui augmenteront de 3 ou 3,5 par an. Alors qu'un territoire qui voit sa population stagner, il aura aussi une recette qui augmentera de 3, 3,5 par an. Alors vous me direz, oui, mais quand la population baisse, les services restent. Et quand la population augmente, les services augmentent. Oui, c'est bien, c'est un problème. Est-ce que ça veut dire qu'on modifiera la règle de répartition? Ce n'est pas prévu dans la loi. Il faudra sans doute y revenir. C'est pourquoi il y a une clause de revoyure prévue dans 3 ans. Mais c'est quand même, vous le voyez pour les EPCI, demain, un vrai handicap que la suppression de la TH, remplacée par un impôt sans pouvoir de taux, sans prise en compte des croissances territoriales, et en plus, avec une dépendance au taux du foncier bâti qui oblige à reconstruire complètement les pactes financiers fiscaux et surtout l'esprit dans lequel ils ont été conçus. La première version des pactes financiers et fiscaux, c'était on redistribue la richesse croissante de l'interco. Je parle sous ton contrôle, mais c'est à peu près ça. La version 2020-2026, ça va être une version beaucoup plus, à mon avis, pertinente. C'est comment on distribue la stratégie fiscale pour permettre une stratégie d'investissement sur le territoire partagée, avec des stratégies d'emprunt qui ne sont peut-être pas dépendantes, mais qui sont à la limite concertées. Imaginez, par exemple, quel serait l'intérêt pour le territoire d'avoir un regard unique de ses prêteurs sur son territoire, qui permettrait par exemple de dire dans une commune en situation financière fragile, et donc qu'on regarde a priori avec un peu de recul, qu'en fait, elle emprunte dans un cadre concerté, parce que ça répond à une logique qui a été examinée sur le territoire et que derrière son emprunt, il y a un impact qui est au-delà de la commune. Ça changerait peut-être une partie des comportements. Et peut-être qu'on va assister à ce genre de choses, c'est-à-dire à des intercommunalités qui vont quelque part retrouver par le pacte financier et fiscal l'esprit des premières lois autour du projet de territoire. Je ne sais pas, hier, il y avait une de vos collègues qui me disait « Vous êtes utopiste ». Utopiste. Attendez, moi, utopiste. Il n'y a rien de plus réel que ces trucs-là. Alors je lui ai répondu, l'utopie d'aujourd'hui, c'est le rêve de demain et la réalité d'après-demain. C'est beau, hein? Je ne vous dirai pas l'auteur, mais je le connais très bien. Je continue. Les départements, j'en ai parlé, c'est la même chose. Bon, vous avez tous compris que l'interrogation des départements, c'est celle des EPCI renforcée, parce qu'en plus, eux, ils ont le poids du social et ils ont le risque des effets d'une crise économique sur le social. Autrement dit, pour eux, c'est la double peine. S'il y a une crise économique, la TVA se casse la figure, les droits de mutation se cassent la figure et le RSA explose. Comment ils font? Il y a le fonds de secours. 250 millions à se partager pour 60 millions, 60 milliards de recettes à peu près, 70 milliards de recettes aujourd'hui. Ouais, pourquoi pas. Et surtout parce que si sur les 30 ans, l'évolution de la TVA est plutôt favorable que l'évolution du foncier bâti, ce n'est pas le cas sur les 5 dernières années. C'est pas le cas, pardon, sur les... Qu'est-ce que je vous raconte, moi? C'est pas le cas sur les 5 dernières années. Et c'est encore moins le cas sur les 11 dernières années. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu fondés à être inquiets. Donc si jamais vous savez, si vous voyez en 2021 que vos départements, Haute-Vienne, Corrèze, Creuse, modifient un peu leur logique d'investissement dans un sens prudent,
Comprenez que ce n'est pas nécessairement uniquement par volonté de recentralisation de leur financement, mais aussi par souci de prudence par rapport à l'évolution des choses. En dépit de quoi, je confirme que pour moi, le mandat, pour nous en tout cas, le mandat à la direction des études sera un mandat de l'investissement, en tout cas dans le bloc communal. La ville de Paris, j'en parle pas, elle suit le même régime, ça on s'en fiche un peu, et ça on s'en fiche pas, mais c'est simplement la réaffirmation d'une logique, c'est que comme il n'y a plus de compensation de TH, bah, il n'y en a plus, et elles sont intégrées dans la base de départ, hein, vous l'avez vu, et sur le foncier bâti, on calculera les exonérations par rapport au taux cumulé. C'est normal, puisque les départements ne l'aperçoivent plus, il faut bien que ce soit fou. Dernier point, et non le moindre. Cette diapositive est dédiée à Michel Klopfer. Et elle est dédiée à Michel Klopfer parce qu'il a le premier, vous l'avez sans doute vu cet été dans la Gazette, publié un article qu'il a intitulé « Le tsunami des dotations » en montrant ce que le bouleversement de la structure de ressources allait avoir comme effet sur les indicateurs de potentiel fiscal. Ou en tout cas, allait avoir comme effet si la DGCL gardait le mode de calcul qu'elle a adopté depuis 20 ans lorsque la fiscalité change de nature. Je vous rappelle la logique du potentiel fiscal, instaurée dans notre pays dans les années 70, et qui n'est autre qu'un outil de comparaison de la capacité fiscale, c'est pour ça qu'on l'appelle potentiel, qui ne tient donc pas compte de la réalité des ressources perçues, mais de la possibilité de percevoir des ressources, quel que soit le niveau de pression fiscale que vous appliquez. C'est donc au départ un outil de comparaison des bases. Quand vous avez des bases importantes, vous êtes riche. Quand vous avez des bases faibles, vous êtes pauvre. Sauf que quand on invente le potentiel fiscal, dans les années 70, on a 4 impôts, et que les bases des 4 impôts ne sont pas comparables. D'abord parce que la base de foncier bâti est 2 fois plus faible que la base de la TH avant abattement, parce que la base de taxe professionnelle, c'est principalement à l'époque des salaires et des équipements, parce que la base du foncier non bâti n'a rien à voir avec grand-chose, sauf avec la capacité des productions à payer de l'impôt. C'est pour ça que les vignes payent plus, par exemple, que les vergers. Pour arriver à un outil comparable, on est donc passé par un truc qui s'appelle le taux moyen pondéré. Vous connaissez, si vous avez eu la curiosité de lire les circulaires que la DGCL publie tous les ans et qui sont très bien faites, vous voyez qu'on fait intervenir un taux moyen pondéré qui, en fait, revient à dire, bah, si tout le monde avait le même taux, il n'y aurait pas de différence de pression fiscale. Et donc, on revient à ce moment-là à des comparaisons de base, puisqu'en multipliant les bases d'un impôt par son taux moyen pondéré, on a un produit, et le produit, c'est des sous, et c'est les mêmes sous. Donc, on peut comparer le produit de TH au produit de machin, au produit de truc et au produit de bidule. Et ça marche très bien, à un petit détail près, mais bon, ça marche très bien jusqu'en 2003. Et en 2003, il se passe quelque chose, vous vous en souvenez, on supprime la part salaire de l'ATP. Et on la remplace par une compensation. Or, une compensation, ce n'est pas une base, c'est un produit. Par voie de conséquence, la DGCL s'est dit, qu'est-ce que je vais faire de ce machin-là? Est-ce que je l'enlève? Ou bien est-ce que je le garde dans le calcul du potentiel fiscal, mais alors je le garde comment? Est-ce que je le mets en produit ou est-ce que je le mets en équivalent base? C'est-à-dire qu'au lieu de regarder le produit, et le produit c'est une vraie richesse, et c'est exactement le produit qui correspond à l'impôt d'avant. Mais en même temps, ce n'est pas le produit qui correspond aux bases d'avant, puisque ça dépend du niveau de taux. Et alors, on aurait pu garder, en fait, les bases d'avant. La difficulté, c'est que les collectivités locales auraient eu beau jeu de dire alors, oui, mais attendez, moi, la part salaire que vous m'avez supprimée, vous faites comme si la base était encore là. Sauf que mon usine, elle est partie. Donc, les salaires, ils n'existent plus. Donc, vous ne pouvez pas me dire que j'ai toujours des bases qui ont disparu. Et c'est pour ça que la DGCL a préféré dire on va prendre le produit, en plus c'est plus simple, mais ce faisant, elle introduit dans le fruit le verre. Et comme toujours, quand on introduit un verre dans une pomme, à la fin, il ne reste que le trognon. Eh bien,
on arrive au trognon. Pourquoi on arrive au trognon? Parce qu'en remplaçant la part salaire par un produit, en remplaçant, en 2011, l'ancien morceau de TP qui a disparu par un produit, celui de la CVAE et de l'IFER. Et demain, comme le suggère Michel Kopfer dans ses calculs, si on remplace la TH par un produit, eh ben on a un effet immédiat, c'est qu'on substitue un produit à un potentiel et que ça marche toujours dans le même sens, vous allez le voir sur les graphiques. Et c'est d'autant plus vrai pour les EPCI qu'effectivement chez eux, on va remplacer de la TH, sauf sur les résidences secondaires par un produit, et que dans les communes, non seulement on va remplacer de la TH par du foncier bâti, et donc on a un changement complet de base, mais en plus, on va remplacer une partie du potentiel communautaire fondé sur la TH par du produit. Donc vous avez le double effet qui se coule, c'est très refroidissant. Et ça va donner des graphiques qui sont merveilleux. Vous avez le rapport à la moyenne pour chaque commune dans la DGF 2019 qui est en abscisse. Vous avez le rapport à la moyenne après réforme qui est en ordonnée. La diagonale, c'est les gens qui ne bougent pas. Et il y a plein de gens qui bougent. Alors vous allez me dire, oui, ils sont tous concentrés, ce n'est pas très grave. Si, c'est un peu grave parce que, par exemple, ici, là, vous voyez, ouais, bah, vous voyez là, la commune, elle s'enrichit de 40%. Hein. Alors elle a l'air d'être dans le paquet, mais 40% de plus par rapport à la moyenne. Quand vous savez que la DSR est calculée comme ça, quand vous savez que la DSU est calculée comme ça, quand vous savez que la DNP est en partie calculée comme ça, vous savez que la dotation forfaitaire est calculée comme ça, vous allez voir le heurt sur vos dotations à partir de 2022. En revanche, vous avez tous les appauvris. Ça, je suis très content. Hein. Là, 500%, il passe à moins de 200. Ah, Venn, il rentre dans la DSR. Lui aussi, tout cela, il rentre dans la DSR. C'est un petit paquet, pas mal. Et surtout, pourquoi c'est comme ça? Il y a une constante, c'est que plus le taux est faible, et ici, encore, il ne pèse pas trop, parce que vous avez quand même le potentiel qui est porté sur les bases. Mais vous avez quand même la réalité qui est que quand on a des taux faibles, c'est souvent qu'on a des bases élevées, pas toujours, souvent. Quand on a des bases élevées, c'est qu'on est riche. Et comme on remplace un potentiel par un produit, quand on a un taux faible, le produit est faible. Donc on devient pauvre. Je fais simple, hein, mais c'est ça que ça veut dire. Vous voyez, la courbe noire, c'est la tendance. La courbe noire, c'est que plus votre taux de TH en 2017 est petit, plus vous allez vous appauvrir. Plus il est élevé, plus vous allez vous enrichir. Votre portefeuille ne change pas. C'est la façon dont on vous voit. Et il n'y a pas de raison que la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne échappent au système. Vous voyez, la tendance, elle est bien là. Donc, si on ne fait rien, vous avez de la DSR cible en 2021, vous la perdez en 2022. Vous n'êtes pas écrété sur la forfaitaire en 2022, vous l'êtes en 2023. Vous ne payez pas de FPIC en 2021, vous en payez en 2022. Ça bouleverse tout. C'est pour ça que Kopfer a parlé du tsunami. Alors, le terme n'est peut-être pas totalement juste parce que dans un tsunami, vous avez en général énormément de noyés, mais vous avez des survivants aussi. Mais enfin, vous n'avez pas de gens qui sortent de l'eau. Ici, on a des enrichis et des appauvris. Hein. Mais ce qu'il a voulu dire, et tout le monde le comprend très bien, c'est qu'en fait, c'est absolument énorme comme bouleversement. Et c'est normal, puisque par définition, quand il y a un ver dans le fruit, il s'arrête au trognon. Et quand on est au trognon, on est devant les pépins. Et on a bien un gros pépin ici, avec l'effet de la réforme TH. Il va falloir reconstruire entièrement les dispositifs de péréquation. Alors la loi de finances dit à l'État, faites-nous un rapport d'ici le mois d'août dans lequel vous nous dites ce qui se passe si vous gardez la même méthode. Elle est très mauvaise, on sait qu'elle est très mauvaise. Bon, mais bon. Et même la DGCL, quelque part, l'a reconnue en 2011, hein, quand il a dit, nous on avait plusieurs variétés, mais on a choisi celle-là, notamment pour des raisons de simplification. Bon. Alors la deuxième question posée au gouvernement, c'est est-ce qu'on pourrait simplement neutraliser le passage ? Sauf que si on neutralise le passage, ben vous allez avoir des gens qui vont vous dire « Mais pourquoi on le neutralise en 2022 et pourquoi on ne l'a pas fait en 2011 ?»
Et pourquoi on ne l'a pas fait non plus en 2004? Et du coup, effectivement, il n'y a aucune raison. Aucune raison. Et pourquoi on ne l'a pas fait en 2017 quand on a refondu la carte intercommunale? Donc si on rentre dans cette voie-là, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Alors on peut tout refaire en arrière, hein, mais c'est encore un plus gros bouleversement. Et puis il y a la troisième suggestion, très intéressante de la part du législateur, c'est si on changeait tout et qu'on changeait d'indicateur, que le potentiel il n'existe plus, ou en tout cas la part du potentiel elle est tellement ric-rac qu'il n'a plus de sens, donc trouvez-nous de nouveaux indicateurs qui permettent de différencier les territoires. Sauf que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que si c'était facile à faire, ça fait longtemps qu'on les aurait inventés. Alors nous, tout le monde travaille. Nous-mêmes, d'ailleurs, à la direction des études, on envisage de publier, je ne sais pas quand, un petit document qui s'appellera « Regard sur la péréquation », dans lequel on pourrait mettre un grain de sel, hein, par exemple. C'est vrai que vous avez des critères, vous les connaissez, les élèves de 3 à 16 ans. Est-ce que c'est un critère pertinent pour une commune? Est-ce qu'une commune s'occupe vraiment, par exemple, de ses ados? Vous allez me dire oui, vous allez me dire non, j'en sais rien. Est-ce qu'on s'occupe des ados à Panazol? Ceux qui sont sages, on s'en occupe, et les autres, on aime bien qu'ils aillent dans le centre de Limoges. Est-ce qu'on s'occupe des ados? Bon, bref, c'est une question de la voirie. C'est un critère, la voirie. Mais vous allez me dire, il y a de plus en plus de PCI qui ont la compétence voirie, et pourtant la voirie reste un critère communal. Est-ce que c'est un critère logique? Est-ce que le pourcentage de logements sociaux en milieu urbain, c'est un critère? Certainement, il n'y a pas de doute. Il y a une corrélation entre le pourcentage de logements sociaux et la dépense. Le revenu par habitant, est-ce que c'est un critère pertinent? Peut-être en gros, mais pas nécessairement en détail. Bref, il va falloir réinventer un système, ça va être un gros chantier. Et comme je le disais tout à l'heure, pendant le petit temps d'intermède, hein, dans ce qu'annonçait tout à l'heure ce que vous annoncez le directeur de la délégation sur le fait de parler un peu pour le CNFPT dans son ensemble, moi j'ai dit il faut absolument que le monde local s'empare de ça. Sur la TH, le monde local, il s'est contenté de s'emparer du « on ne veut pas » du transfert. Pardonnez-moi, sauf la DCF qui a quand même effectivement fait des propositions de répartition et qui continue à les faire. Honnêtement, personne n'a été assez loin pour imaginer vraiment autre chose. Et bien sur les dotations, il faut absolument s'emparer du chantier. Il faut le prendre, il faut que les élus locaux le prennent, il faut que vous le preniez en tant que cadre, il faut que le monde local le prenne, il faut que les partenaires du monde local le prennent, il faut que les publics je vais être utopiste. Il faudrait même que les populations soient au moins informées du truc. Bien sûr, c'est technique. Mais ce n'est pas que technique, c'est de la politique, c'est de l'équité territoriale. Et moi, je crois beaucoup au rôle du local dans la reconstruction d'un système qui ait du sens. Donc, bon, voilà, vous m'avez entendu. Hein, retroussez-vous. De toute façon, vous n'avez rien à faire en 2020, c'est les municipales. Donc, c'est les élus que ça concerne. Hein. Voilà, c'est bon sur la TH ? Il nous reste une demi-heure, si vous voulez, pour évoquer les autres points, peut-être pas tous, mais un certain nombre de points sensibles. Mais avant, je voudrais être sûr qu'il n'y a pas de remords, qu'il n'y a pas de questions. On a dit qu'il y avait peut-être des questions qui allaient remonter par Internet, mais on n'a rien vu pour l'instant, donc non. Vous voyez, ils sont tous convaincus comme vous, que tout est très clair, c'est très bien. Bon, après, vous savez, si vous voulez me joindre, il n'y a pas de problème. La dernière diapo vous donne la page de la direction des études à la Banque Postale. Vous envoyez un petit truc et vous dites « on n'a rien compris à ce qu'il a raconté. Est-ce que vous pourriez réexpliquer, s'il vous plaît ?» Et je reviendrai. Parce que de Paris, les avions sont plus sûrs. Bien. Alors, parmi les points importants, je répète, je ne vais pas parler de tout, parce qu'en une demi-heure, on n'en a pas vraiment le temps. Quelques éléments qui concernent peut-être davantage vos territoires que d'autres. D'abord, les 2 premières exonérations nouvelles en faveur du commerce et de l'artisanat
Dans les communes rurales isolées, d'abord, alors ce qu'on appelle une commune rurale isolée, c'est une commune de moins de 3500 habitants qui n'appartient pas à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois. Donc vous imaginez qu'il y en a effectivement un certain nombre non négligeable dans les 3 départements. Il n'y a guère que l'aire urbaine de Limoges, en Haute-Vienne, qui est plus de 10 000 emplois, et celle de Brive, bien évidemment. Je ne suis même pas certain que celle de Tulle, par exemple, ait plus de 10 000 emplois. Il faudrait vérifier éventuellement. Et donc, dans ces communes-là, possibilité d'exonérer, c'est facultatif, donc ça c'est pas compensé par définition, les toutes petites mêmes entreprises, quel que soit leur statut, moins de 11 salariés, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous le voyez, commercial et artisanal, y compris sur le tissu existant. Donc on voit bien la vocation, hein. Ce n'est pas simplement fait pour revitaliser, c'est fait pour ne pas dévitaliser. C'est fait pour maintenir, si jamais il le faut. Alors, il y a les politiques d'achat de murs, hein, il y a tout ce que vous pouvez imaginer qui existe déjà. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, et compte tenu du fait que la compétence développement éco appartient bien évidemment aux EPCI, il peut quand même y avoir un vrai outil de partage de l'effort entre l'EPCI et sa commune, puisque l'exo peut porter à la fois sur la CET et sur le foncier bâti. Deuxième possibilité, cette fois dans les communes en opération de revitalisation du territoire. Et là, comme en général, ce sont des territoires qui sont plus vastes, la catégorie des bénéficiaires n'est pas la même. On est sur des PME, avec la définition juridique et légale des PME, mais uniquement sur les communes les plus pauvres dans ces territoires-là. Et vous voyez jusqu'où va l'imagination statistique, parce que la pauvreté, ici, s'analyse par rapport au revenu fiscal par unité de consommation, rapporté à la médiane des revenus médians. Vous savez que la médiane, c'est l'élément du milieu. C'est celui qui partage en deux une distribution statistique. Ce n'est pas la moyenne. La médiane est souvent plus faible que la moyenne parce que la moyenne est assez souvent tirée vers le haut du fait que la répartition des revenus est inégale. Et vous avez beaucoup de villes qui considèrent qu'il vaudrait mieux prendre le revenu médian. Le problème, c'est que pour des raisons, là aussi, de secret statistique, si on le faisait, ça ne pourrait concerner que les villes d'une certaine taille. Or, le revenu par habitant, il est aussi utilisé en milieu rural, donc c'est un petit peu compliqué. Bon, ici, on l'a pris. Donc, vous voyez, c'est un très beau. Il faut que le revenu médian, mais par unité de consommation, soit inférieur à la médiane des revenus médians. C'est d'une simplicité. Bon. Mais ce n'est pas faux. Il y a quelques années, l'un de mes amis, qui est DGS maintenant d'une commune de la Seine-Saint-Denis, faisait savoir, je me suis toujours demandé si son anecdote était vraie ou pas, mais nous avait indiqué qu'il avait perdu la DSU, il était passé juste au 251e rang de la DSU cible à l'époque, parce que le revenu moyen dans sa commune avait brutalement augmenté. Il s'était interrogé sur la cause, parce que la commune en Seine-Saint-Denis, pour que le revenu moyen augmente, il faut qu'il soit vraiment tiré vers le haut. Et honnêtement, quand on connaît un peu la Seine-Saint-Denis, toutes les communes ne sont pas attractives au point d'y faire venir les cadres supérieurs je ne sais pas, je ne vais pas dire de la Banque Postale, hein, du CNFPT non plus d'ailleurs. Enfin bon. Eh bien, il se trouve que c'est la première année où Kylian Mbappé a signé son contrat professionnel. Parce que Mbappé était de Bondy, vous savez, il a gardé une attache très forte avec sa ville. Et donc, en fait, cette année-là, il était encore domicilié à Bondy. Et donc, les revenus avec le décalage. Alors, c'est ce que raconte Olivier Wolf, en l'occurrence. Je rappelle, je ne sais pas trop si c'est vrai ou pas. En tout cas, l'anecdote illustre très bien cette logique de la moyenne. C'est vrai que le revenu médian, ça pourrait être pas mal. En tout cas, c'est ce qu'on utilise ici. Troisième élément très important, la révision des valeurs locatives. Enfin engagé pour l'habitat, avec, premièrement, une logique. On révise comment? En gros, comme il y a 50 ans, mais pas complètement. Comme il y a 50 ans, parce qu'on garde des catégories. Parce qu'on garde des évaluations par secteur. D'après un marché locatif aussi homogène que possible, comme c'était le cas en 70, là, ce sera le marché locatif 2023.
et par secteur, avec, comme on l'a fait pour les locaux professionnels, des coefficients de localisation pour tenir compte des écarts excessifs résultant de deux secteurs sur des habitats qui sont en frange. Vous savez, vous avez le cas peut-être dans certaines communes hein, où le secteur en fait est délimité par le milieu de la rue et où du coup, d'un côté à l'autre de la rue, vous avez des valeurs locatives pour des mêmes commerces qui sont différentes. Donc les coefficients de localisation permettent de rectifier ça. En revanche, sur la consistance des propriétés, ce qu'il est prévu de prendre, c'est la surface réelle et plus la surface corrigée. On part de l'idée que tout le monde a au moins une douche et un cabinet chez soi, ce qui n'était pas le cas en 70. Donc plus de surface corrigée, plus d'éléments de confort, ça simplifie tout. On verra si on va jusqu'au bout ou si le recensement des propriétés aboutit à montrer qu'il y a encore, en France en fait, un certain nombre d'habitats qui n'ont pas ces éléments basiques entre les murs. Processus déclaratif. Alors vous le voyez, le processus déclaratif, on retrouve un petit peu la logique qu'on a évoquée au moment de parler de la TH, et un rapport du gouvernement en 2024, donc un processus qui devrait aller beaucoup plus vite en fait que ne l'avait été la révision de 90 et encore même un peu plus vite que ne l'a été la révision des locaux professionnels, parce que c'est vrai qu'il y a moins de différences de catégories. Vous savez que dans les locaux professionnels, vous avez je ne sais combien de catégories de magasins et je ne sais combien de catégories d'entrepôts, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mise en œuvre, consultation des commissions départementales et communales, logique de mise à jour permanente pour éviter l'effet pervers de la non-révision systématique, et introduction en 2026 avec un coefficient de neutralisation permettant de faire en sorte que le poids de l'impôt sur l'habitat soit le même avant et après. C'est-à-dire qu'il y aura bien dans ces conditions une redistribution de l'impôt entre les propriétaires de biens habités, mais il n'y aura pas de redistribution de l'impôt entre l'habitat et l'économique. D'où 3 questions. Première question, est-ce que les nouvelles bases s'introduisent d'un coup ou pas? Pour les locaux professionnels, on a pris 10 ans. Ça peut dépendre des résultats. Mais comme vous allez le voir, il y a des départements où les résultats risquent d'être assez importants. Deuxième question. Quand on a fait la révision des locaux professionnels, on a mis en place un coefficient de neutralisation en disant qu'il fallait garder le poids respectif économique habitat en attendant la révision des locaux habitat. Tout le monde en avait compris que le jour où la révision des locaux habitat serait faite, eh bien on prendra les vraies valeurs locatives. Et que si ça doit se traduire par le fait que les entreprises payent plus ou payent moins qu'avant, eh bien c'est comme ça. Ce n'est pas ce que dit la loi de finances pour 2026. Ce qui veut dire qu'elle organise d'ores et déjà une inégalité devant l'impôt au niveau des territoires, puisqu'il y a actuellement un département où toutes les valeurs locatives ont été révisées en même temps, c'est Mayotte. Et où, par conséquent, il y a des vraies valeurs locatives. Alors, bon, des vraies. Compte tenu de la nature du marché immobilier à Mayotte, on ne peut pas dire qu'elle soit vraie. Mais en tout cas, au moins, la réforme a été faite simultanément. Est-ce qu'on garde ça ou pas? Alors, vous voyez tout de suite pourquoi, en fait, la loi de finances a préféré, dans la situation actuelle, dire on fige les trucs. C'est parce que comme on a déjà la position du MEDEF avec les impôts de production, si jamais on constatait que demain, les valeurs locatives professionnelles sont globalement plus élevées que les valeurs locatives habitat, ça risque effectivement de poser une vraie difficulté. Mais c'est un point qu'il va falloir suivre. Et la troisième question, à mon avis, elle est beaucoup plus importante. C'est la question de ce que 50 années de non-révision ont fait à l'impôt foncier. Sur cette carte, vous avez une illustration approximative de l'écart entre la vraie valeur des biens habités, de l'habitat, du foncier habitat, et de la valeur fiscale du foncier habitat. Plus c'est bleu foncé,
plus l'écart est important, c'est-à-dire plus le patrimoine a pris de la valeur, alors que l'assiette fiscale a augmenté moins vite. Donc, pour faire simple, plus le propriétaire ne paye pas ce qu'il doit. Dans les territoires en bleu clair, et vous avez la Creuse, hein. Alors vous avez un peu moins la Haute-Vienne et la Corrèze, mais vous avez la Creuse. Dans ces territoires-là, le propriétaire paye beaucoup plus que ce qu'il devrait. Et même d'ailleurs, dans les deux autres départements de l'ancien Limousin, on est en dessous de 1 en rapport, c'est-à-dire que le propriétaire paye plus qu'il ne devrait. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Puisque la loi dit la réforme se fait à produit constant local. C'est-à-dire que si vous prenez une commune comme Nantes ou Bordeaux, peut-être plus Bordeaux que Nantes, où la valeur foncière s'est envolée, et si le produit se fait la réforme se fait à produit local constant, il y aura peut-être un peu de redistribution entre les propriétaires, mais globalement, ça ne va rien changer à leur avantage. Donc on cristallise 50 ans d'inéquité. Si on redistribue ça, ça veut dire qu'on fait monter progressivement le montant de l'impôt à la vraie valeur qu'il devrait avoir. Mais du coup, on n'a plus un produit constant. Qu'est-ce qu'on fait du supplément? Si on le laisse à la ville de Bordeaux, les contribuables de Bordeaux paieront plus parce que les biens sont plus élevés et ça ira à la ville qui est riche déjà de ses habitants. S'ils s'en vont ailleurs, on réorganise un système de redistribution et les gens viendront vous dire « mais attendez, pourquoi je vous paye de l'impôt et que ce n'est pas vous qui en profitez ?» Alors ça peut marcher en commune urbaine, parce que c'est l'inverse du mouvement de tout à l'heure. Mais dans une petite commune rurale où les biens ont quand même pris de la valeur, mais qui restent surcompensés, on aura 2 fois le phénomène. Donc ce n'est pas évident. Et puis il y a un deuxième risque derrière cette solution, c'est que les propriétaires, locataires, habitants, ils paieront ce qu'on leur dira. Mais les propriétaires bailleurs, ils auront naturellement la tentation de reporter le supplément sur les locataires. Que ce soit des entreprises, que ce soit des propriétaires bailleurs individuels. Et donc, in fine, ça c'est marrant, on réintroduit la TH. Hein. Vous savez que c'est une des pistes qui avait été suggérée à la commission Richard Pur, d'identifier une partie du foncier bâti comme charge locative, comme récupérable sur le locataire, en disant, en fait, c'est une contribution locale. Bon, évacuer beaucoup de choses, mais ce ne serait pas complètement idiot, à ceci près que les locataires à qui on va rendre dès l'année prochaine 10 milliards d'euros et dès les 3 années suivantes 8 milliards d'euros, ils ne vont pas nécessairement aimer qu'on vienne les leur reprendre de l'autre main. Et puis alors il y a une autre solution, c'est de dire ça se fait à produit local constant, donc on ne touche pas, les inégalités sont ce qu'elles sont, mieux vaut une injustice qu'un désordre. Mais en revanche, on prend vos vraies bases. C'est-à-dire qu'on va dire à la commune de Bordeaux, vous avez des vraies bases, elles ne vous rapportent pas un sou, mais c'est elles qui vont être utilisées pour les systèmes de péréquation. Et comme ça, quand la ville de Bordeaux sera obligée d'augmenter ses impôts pour payer la péréquation, on lui fera supporter la responsabilité politique du rétablissement d'équité territoriale, c'est-à-dire pour la suppression d'inéquités dans lesquelles la ville n'est pour rien. Puisque si les inéquités se sont créées, c'est parce que ça fait 50 ans qu'on n'a pas révisé les valeurs locatives. Donc vous voyez les enjeux derrière. Hein. On a un truc technique, mais derrière vous avez des vrais éléments politiques, et toujours autour du thème, hein, pardonnez-moi d'insister, je radote un peu, mais de cette question d'équité territoriale, sans laquelle la décentralisation ne peut que revenir en arrière. Voilà pour les aspects fiscaux. Le reste, ça ne vous intéresse pas des masses. Enfin, ça vous intéresse, il y a un petit point de détail. Je ne vais pas insister là-dessus, vous les verrez. Et puis, dans le dernier quart d'heure qui nous reste, parlons des concours de l'État. Parlons des concours de l'État, mais parlons-en peu, parce que finalement, cette année, c'est toujours la même chose. Comme l'État n'a pas d'argent, quand
quelque chose augmente, il faut qu'autre chose diminue. Et en l'occurrence, on a bien ce phénomène, d'abord de certains transferts qui augmentent, et donc de leur récupération sur ce qu'on appelle les variables d'ajustement, et d'autre part de la DGF dont certaines composantes augmentent, et qu'il va falloir alimenter par le prélèvement sur la dotation forfaitaire d'autre part, la dotation de compensation, la dotation forfaitaire d'une part, la dotation de compensation d'autre part. Le premier élément intéressant, c'est qu'est-ce qui augmente? La dotation élue locale, 28 millions d'euros, dont 10 pour les frais de justice et les frais de garde, et 18 pour la majoration de la dotation elle-même dans les petites communes. C'est la loi engagement proximité, c'est un engagement de l'État, et c'est la proximité des communes, et c'est financé évidemment pas par l'État du tout. Deuxième élément, 22 millions d'euros au profit de la Corse, parce que finalement la création de la collectivité territoriale s'est traduite par une augmentation du prélèvement sur recettes qu'on n'avait pas nécessairement envisagé, donc il faut trouver 22 millions. 6 millions pour les titres sécurisés, donc pour équiper les communes des stations qui sont nécessaires à l'élaboration des cartes nationales d'identité et des passeports. Il faut donc trouver 6 millions, et donc on va les trouver chez vous, hein, parce que certes, ce sont des pièces faites pour l'État, c'est du domaine régalien de l'État, ça concerne la sécurité de l'État, ça concerne la police aux frontières de l'État, et tant qu'on n'a pas rétabli l'octroi, les seules frontières qui existent dans ce pays, ce sont celles de l'État, mais c'est quand même 6 millions qu'on va aller demander au monde local. 69 millions sur les compensations d'Exo, dont 10 millions sur la CFE. Ça aussi, c'est un joli coup, parce qu'il y a 2 ans, quand l'État a supprimé la CFE pour les tout petits auto-entrepreneurs, il a dit que ce serait lui qui s'en occuperait. Puis ben, comme finalement ça coûte un peu plus cher que prévu, il vous dit quand même qu'il vous taxe. Bon. Et puis il y a le troisième truc qui est fabuleux, c'est l'indemnité de conseil des comptables. Alors je ne sais pas si vous avez chez vous une indemnité de conseil des comptables. Si vous avez la curiosité de lire le décret, il est très clair. Moi, je sais, je l'ai appliqué en son temps quand j'étais directeur des finances au Conseil général du Val d'Oise, et même d'ailleurs quand j'étais chef du bureau du budget, je crois. Et j'avais eu la curiosité, parce qu'on était quand même déjà à l'époque, et Laurent sait bien de quoi on parle, on était quand même à l'époque pas incompétents en matière de finances. On s'est planté sur le premier emprunt qu'on a fait en écu, parce qu'on ne savait pas calculer à l'époque les taux d'intérêt sur des années de 365 jours. Mais à part ça, et à part le fait que comme les élus voulaient un emprunt en écu, ben on avait négocié un emprunt en écu. Vous vous rappelez l'écu, hein, c'était le bon temps, hein, ça existe. Hein. Donc on avait pris Libor plus 100 points de base. Alors me jetez pas de tomates, hein, on ne trouvait pas mieux à l'époque. Mais bon, à part ça, honnêtement, le comptable, il ne nous donnait pas de conseils. Bon, on avait quand même mis en place l'indemnité parce qu'on voulait, comme vous, fluidifier les relations avec le comptable. Mais j'avais quand même eu la curiosité de lui demander combien était son traitement. Je lui ai dit, la commission des finances aimerait bien savoir quel pourcentage ça fait votre traitement. Il n'a jamais voulu me le dire. Donc, je n'ai jamais su ce que c'était que le traitement d'un comptable public payeur départemental. Peut-être que je me serais fait détacher à l'époque, d'ailleurs, à la direction de la comptabilité publique. Enfin, voilà. Ben, toujours est-il que là, il y a un très beau truc qui s'appelle l'indemnité de conseil. Et l'État s'est dit, il y a de moins en moins de monde dans les trésoreries, donc on va peut-être revaloriser un peu leur traitement, surtout si en plus on a la réforme des retraites qui arrive derrière. Et du coup, ben, je vais reprendre à ma charge l'équivalent de l'indemnité de conseil. Alors pour l'instant, il n'y a pas de revalorisation du tout. Hein. Pour l'instant, le texte, ils sont toujours là. Mais ce qui est le plus beau, c'est que l'État va le faire avec vos sous à vous. Et avec des sous que vous ne versez peut-être pas, parce que l'indemnité, elle est facultative. Et elle n'est peut-être pas au taux maximum. Bon, alors, vous avez vu, honnêtement, enfin, moi, ça me met... Enfin, je suis dans ce milieu depuis si longtemps, on est habitué... Mais c'est extraordinaire. Quand j'ai eu un entretien avec Acteurs Publics au mois de septembre,
donc le journaliste qui m'interrogeait, Bastien Scordia, m'avait demandé un peu ce que je pensais des relations financières État-collectivité. Je lui ai dit, le problème, c'est que la confiance, dès qu'on essaye de la rétablir par un beau discours ministériel ou par une belle présence aux vœux, par exemple, tous les vœux, il y avait des ministres quasiment cette année, et bien derrière, vous avez aussitôt un irritant, comme on dit maintenant, un petit truc dans le texte qui, pour des queues de cerises, 25 millions. Au regard de l'ampleur du déficit, hein, vous allez me dire, oui, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ben oui, le problème, c'est que c'est vos petits ruisseaux qui alimentent la grande rivière du déficit de l'État. Donc, ce n'est pas nécessairement de jeu. Enfin, voilà. Donc, tout ça pour vous rappeler simplement un truc. L'indemnité de conseil, elle est renouvelable explicitement à chaque renouvellement de l'Assemblée municipale. Donc, faites ce que vous voulez cette année, mais sachez qu'on vous pique 25 millions. Et dites pas que c'est moi, hein. Non, parce que quand je croise les DDFIP, j'ai d'excellentes relations avec les DDFIP. Hein. Donc, n'allez pas leur dire que moi, je me contente de commenter le PLF. Alors, où sont les variables d'ajustement? Elles sont comme d'habitude sur les régions. Les régions sont fortement mises à contribution cette année, 69 millions, vous le voyez. Alors, il y en a une partie, c'est normal, c'est la Corse. Et il y en a une autre partie, quelque part, c'est les compensations d'Exo, mais c'est moins normal quand même. Vous avez les départements qui sont mis à hauteur de 28 millions à contribution, et vous avez surtout les EPCI, un petit peu les communes, mais beaucoup les EPCI, à hauteur de 53 millions, et dont, pour moitié, la compensation versement transport. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, objectivement, soit est complètement normal, parce qu'après tout, avec la loi mobilité, il est clair qu'on s'attend à ce que le versement transport sur les plus petites entreprises se réduise en volume. Donc autant y aller franco. La compensation liée au relèvement de 9 à 11 salariés, elle représentait environ 92-13 millions. On en enlève la moitié. Ce qui veut dire que l'année prochaine, il ne faut pas vous faire d'illusions, on enlèvera le reste. Hein. Mais c'est quand même aussi un signe. Ça fait 3 ans qu'on l'a modifié. 3 ans que l'État a dit « je vous compense ». Et le plus beau, c'est que la première année, il a même compensé que 3 mois. En arguant du fait que comme il y avait un décalage de versement, en fait, le relèvement n'aurait pas d'effet en année pleine. Bon. Mais voyez ce qui se passe. Et c'est pour ça que c'est important de veiller aussi à l'équilibre de la réforme TH. Qu'est-ce qui se passerait si les difficultés de l'État s'aggravaient? Et c'est pour ça que c'était important de commencer par la macroéconomie. S'il n'y a pas de redressement des comptes publics, en permanence, d'année en année, de loi de finances en loi de finances, on voit revenir ce genre de choses, on verra revenir ce genre de choses, on n'en sortira que quand le déficit aura été tellement réduit que l'État pourra enfin reconsacrer des moyens à l'équité entre territoires. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Deuxième gros paquet, c'est la DGF. Et la DGF, c'est 233 millions d'euros à trouver pour le bloc communal. Donc vraisemblablement une baisse de la compensation à hauteur de 1,90% et une ponction sur la dotation forfaitaire des communes à hauteur d'environ, vous le voyez, 140 millions d'euros pour financer l'augmentation de la péréquation, l'augmentation de la dotation d'intercommunalité, l'augmentation de la population, et 5 millions de plus pour un fabuleux fonds pour la protection de la biodiversité, dont vous avez le détail un petit peu plus loin dans le support, et qui vient compléter le fonds Natura 2000 qu'on a institué l'année dernière. Donc, Natura 2000, les parcs nationaux, le parc naturel marin de l'Iroise, les communes concernées bénéficieront cette année de 5 millions supplémentaires, redistribués suivant des règles qui restent encore pour les parcs nationaux à préciser, sachant qu'on exclura quand même les plus grandes villes, parce qu'on a la curiosité d'avoir la ville de Marseille, qui est une partie dans le parc national des Calanques. Et donc c'est clair que si on met la ville de Marseille, ça plombe un peu le dispositif. Curiosité, les parcs nationaux créés depuis moins de 5 ans bénéficient d'une attribution double de la moyenne. Alors, dans le Limousin, il n'y a pas de parc national. Ben, réfléchissez-y.
Alors, je ne sais pas s'il est possible, hein. Il y a peut-être une topographie, une géographie particulière, mais vous savez, moi, quand on voit la façon dont les logiques de lobby fonctionnent, en termes de redistribution, le lobby des îles, le lobby de l'outre-mer, même s'il a été, il faut bien le reconnaître, très maltraité pendant la décennie qui se termine, le lobby des communes de montagne, qu'est-ce qu'on n'a pas comme lobby, bientôt on aura le lobby du littoral, le lobby de tout ce que vous voudrez. Donc, si vous avez un lobby dans le Limousin qui vous paraît pertinent, faites-le monter en puissance et puis essayez d'aller grappiller des petits sous. Ou alors, faites ce que je vous ai dit tout à l'heure, contribuez globalement à la réflexion sur les dotations, ça sera plus pertinent. Donc, pourquoi ce doublement pour les parcs nationaux les plus récents? Eh bien, parce qu'il y en a qui n'ont pas oublié qu'en fait, il y avait une dotation parc national qui existait avant, et que cette dotation, elle a été cristallisée dans la DGF. Donc, elle existe encore un peu, même si la DGF a baissé entre-temps. Eh bien, vous avez toujours les communes qui sont dans un parc national qui ont un morceau de l'ancienne dotation dans leur dotation forfaitaire d'aujourd'hui. Donc on a dit que ce serait quand même injuste pour les nouveaux parcs nationaux de ne pas rattraper le coup. Et voilà pourquoi le parc national Bourgogne-Champagne, Champagne-Bourgogne, je ne sais plus, aura droit à 2 fois plus que les autres. Dernier élément significatif. Je ne parle pas de l'outre-mer, même si vous savez que c'est une chose qui me passionne. Je ne parle pas de la biodiversité, parce que je viens de l'évoquer. Je vais parler des communes nouvelles et de la dotation communautaire. Sur les communes nouvelles, on a un système, un dispositif de clarification des garanties, parce qu'à force d'empiler les textes, la DGCL a fini, et ça n'est pas du tout une critique, c'était inévitable, par se prendre les pieds dans la façon dont on les interprète. Par exemple, est-ce que les garanties de 3 ans durent 3 ans ou durent plus longtemps? Ou bien est-ce que la majoration qui était prévue pour 3 ans ne dure pas finalement aussi longtemps qu'on veut? Parce que, je le répète, les textes se sont succédés au fil du temps et que quand vous avez 2 textes qui ne sont pas complètement en accord l'un avec l'autre, lequel on prend? Et ce n'est pas évident toujours à trouver. Donc ce qui a été choisi ici, vous le voyez, c'est de clarifier les garanties. Donc pour les communes qui ont été créées avant 2020, les garanties s'éteindront en 2023 sur tout. Et pour les créations qui interviendront après les municipales, on réaffirme en fait la garantie sur 3 ans et on remplace par ailleurs la majoration par une dotation dite d'amorçage qui est beaucoup plus intéressante puisqu'elle représente 6 € par habitant, alors que la majoration de 5%, si vous prenez les 6 € par habitant, 5%, ça fait 120 €. Et une dotation forfaitaire de 120 €, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Donc, c'est une dotation incitative. Pour les communes-communautés qui peuvent se créer depuis la loi de l'été dernier, vous le savez, c'est-à-dire qu'on crée une commune nouvelle à la place d'un EPCI entier, et elle n'est plus obligée de redevenir membre d'une communauté, on crée une dotation de compétences intercommunales qui remplace en fait l'ancienne dotation d'intercommunalité. Alors vous pourriez me dire, mais en fait, les compétences intercommunales, ça n'existe pas. À partir du moment où une commune reprend tout, elle a des compétences communales. Et les compétences intercommunales, ce sont des compétences communales qui sont déléguées à l'interco. Mais la réalité, c'est que comme elles ont été financées par de l'argent, il n'y a pas de raison qu'elles perdent de l'argent. Et donc, on leur donne cette dotation de compétences intercommunales. On verra ce qui se passe. Je ne sais pas s'il y a des projets en Limousin. Ça m'intéresserait de savoir si on en entend parler. Je pense que ce sera plutôt pour après les municipales. Et sur les perspectives de communes nouvelles, je ne vous cache pas qu'il y a plutôt un certain nombre de départements qui s'interrogent aujourd'hui sur les défusions. Parce que peut-être il y a des cas dans lesquels c'est allé trop vite. Je ne dis pas que c'est le cas chez vous, hein, je n'en sais rien du tout. Mais on a un premier cas de défusion dans le Calvados en 2020, à la suite d'une décision du juge administratif. Les 2 communes à qui on a dit vous n'aviez pas respecté la procédure, donc il faut reprendre le processus. Les 2 communes ont dit non, après 2 ans, on ne le reprend pas. On s'est rendu compte qu'on s'était planté. Donc est-ce qu'on aura des défusions?
Alors vous imaginez, la DGSCL est ravie comme tout quand ça se produit, hein, parce qu'il faut refaire les calculs. Et je ne parle pas de la Creuse où vous avez ma fameuse dotation, votre fameuse interco, je ne sais plus comment il s'appelle, ou Sud-Creuse, Ouest-Creuse, ou quelque chose Creuse, où elle est repartie entre Dun-le-Palestais, le Bénévent, et puis la troisième, là, que j'oublie. Là aussi, hein, il faut tout recouper. Bon, c'est amusant. Donc, je sais pas, faites ce que vous voulez. Et puis, alors, dernier élément. Et là, peut-être, je ne sais pas si tu souhaiteras compléter, ce sera mon dernier point de la journée, sachant qu'avant ça, je vais vous confirmer que le FCTVA, son automatisation est reportée d'1 an, mais vous trouverez également l'information sur le support. Et c'est reporté d'1 an pour des questions de gros sous, parce qu'on s'est rendu compte que l'automatisation par rapport au plan comptable aujourd'hui, ça coûtait 400 à 500 millions à l'État. Donc, comme l'État ne veut pas les mettre, il va réfléchir, dit-on, à une réduction de l'assiette. Mais ça veut dire qu'il faut voir qui ça concerne, à moins qu'on réfléchisse à une évolution du taux. Alors hier ou avant-hier, je ne sais plus, hier, c'était hier, c'était la directrice des finances de Nice qui suggérait en fait qu'on développe le plan comptable. Et en fait qu'on rende le plan comptable compatible avec une automatisation complète du FCTVA. Bon, moi je n'ai rien contre. Ou plutôt, j'aurais rien contre si la qualité comptable dans nos territoires était au summum. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas complètement le cas. Je ne parle pas pour vous. Mais quand on regarde, par exemple, quand on prépare nos publications et qu'on retraite les comptes de la DGFiP et qu'on se rend compte que sur le FNGIR, on a un pourcentage d'erreur d'imputation qui dépasse les 15%, vous conviendrez quand même que sur un truc aussi simple, ça montre qu'il y a une conception, ou plutôt un manque, je dirais, d'adhésion à la logique de la qualité comptable, sur lequel il faut absolument que nous progressions ensemble. Je crois, vous savez que c'est un des chantiers aujourd'hui de la DGFiP, et je pense que c'est important. Alors, sur la dotation, non pas d'intercommunalité, mais sur la DGF mutualisée, introduite dans la loi Sarkozy de 2010, avec le verrou de l'unanimité. Proposée ou adaptée avec la loi Métropole et aujourd'hui mise en œuvre nulle part. La loi de finances introduit 3 adaptations susceptibles de permettre qu'on aille y regarder de plus près, notamment pour faire face à des situations comme celle que vous avez rencontrée en 2018, quand vous avez fusionné et que vos dotations individuelles se sont trouvées bouleversées par le changement de périmètre et son effet sur votre potentiel fiscal. Que dit la loi de finances aujourd'hui? Que sur décision ou proposition du Conseil communautaire adopté à la majorité, dans un délai de 2 mois suivant la notification des montants de DGF. Et quand on parle de communication, alors la loi parle de communication. On ne sait donc pas si c'est la publication au JO des montants ou si c'est la notification en ligne. C'est un point qu'il faudra peut-être préciser. Sur proposition du Conseil communautaire, de mettre en commun la totalité des montants individuels, à répartir en fonction de critères définis, mais à ce moment-là, sans nécessairement, on ne le sait pas encore, qu'on aboutisse au calcul final ou pas, dans un objectif de solidarité et de cohésion des territoires. Donc la solidarité, ça peut être, par exemple, effectivement, la compensation de niveaux de potentiel faible. La cohésion, ça peut être le fait de maintenir le ciment de l'intercommunalité, qui est parfois fragilisé par les effets induits d'un périmètre auquel on a été contraint. Et à l'adopter, je l'ai dit, à la majorité des suffrages exprimés, cette proposition a ensuite 2 mois pour être validée par les conseils municipaux à l'unanimité, tacite si nécessaire. Le Sénat ayant renversé la proposition initiale qui consistait à dire que faute d'accord, c'est non. Aujourd'hui, faute d'accord, c'est oui. Vous voyez que ça peut être important dans des cas où il y a bien un accord, notamment de l'ensemble des maires,
mais qu'il y a éventuellement la perspective d'une difficulté de passage en conseil municipal. Alors je ne dis pas qu'il faut violer la démocratie, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais c'est le fait que sur ce point, la technicité de la matière est telle que si on n'a pas le temps de la pédagogie, il y a des cas dans lesquels, je vais dire, il peut apparaître pertinent, c'est 2 mois. Hein. Qu'est-ce que je vais dire comme horreur? Mais je vais le dire. De ne pas consulter le conseil municipal. Vous devez le consulter tous les 3 mois. Bon, bah, imaginez que le conseil communautaire, les notifications arrivent le 5 avril, le conseil communautaire vote le 4 juin, et vous avez jusqu'au 4 août pour faire délibérer les conseils municipaux. Et la nuit du 4 août, vous mettez fin aux privilèges de certaines communes et vous arrivez à ce moment-là à la répartition. Avec cette fois une majorité des 2/3 et une précaution complémentaire qui est que la différence entre la DGF de l'État et la DGF commune validée par le Conseil ne peut pas être supérieure à 1% des recettes réelles de fonctionnement. Alors je pense que c'est intéressant quelque part de terminer par un aspect qui paraît technique, sur lequel en plus je vous ai dit, hein, j'imagine des choses horribles, hein, parce que je crois beaucoup au débat. Très clairement, sans débat, il n'y a pas de vie locale, c'est absolument vrai. Mais parce que ça peut être un des outils complémentaires à ce que tu as évoqué en introduction, la reconstruction d'une nouvelle génération de pactes financiers et fiscaux, intégrant notamment, évidemment, tout ce qui peut déjà y figurer, la répartition du FPIC, les attributions de compensation, la dotation de solidarité communautaire, les fonds de concours, le partage de la maîtrise d'ouvrage, mais aussi des éléments fiscaux qui deviennent d'autant plus importants que, vous l'avez compris, le foncier bâti devient la clé de tout, soit en termes de vote, soit en termes de partage des évolutions de base, et y intégrer en plus, pour la mise en œuvre de ça, une répartition intelligente et appropriée de ressources externes, comme vous le faites déjà peut-être pour le FPIC, me paraît un outil complémentaire qui a son sens. La finance n'est jamais qu'un moyen, ça n'est pas une fin. Mais si c'est un moyen dont on développe les composantes au service de la solidarité et de la cohésion du territoire communautaire, ben je crois qu'effectivement, ça peut être un vrai outil pour les équipes qui seront élues dans 2 mois. Et je vous rappelle que ces équipes, elles seront élues, même si ce n'est pas encore complètement dans l'esprit de l'électeur, avec un double titre, les conseillers municipaux étant, pour certains d'entre eux, ciblés comme devenant conseillers communautaires. Voilà, si vous voulez, l'un des éléments, je pense, véritablement porteurs de vraies perspectives pour le mandat qui s'ouvre. Pour le reste, vous l'avez compris, qu'il s'agisse des impôts, qu'il s'agisse des dotations, qu'il s'agisse de la tarification, qu'il s'agisse des investissements et qu'il s'agisse des emprunts, on va avoir un mandat extraordinaire. C'est pourquoi je n'ai pas l'intention de m'arrêter avant 2026. Je vous donne donc rendez-vous, si le CNFPT le veut bien, à l'année prochaine. Et j'en profite pour vous souhaiter encore une fois une excellente année 2020, plein de belles élections, plein de beaux budgets et plein de boulot. À l'année prochaine. Merci beaucoup, Monsieur Verwich. Merci beaucoup pour cette intervention, toujours aussi brillante, intéressante. Je sais que tout l'amphithéâtre est captivé par la présentation. Je crois qu'on peut dire d'ores et déjà que rendez-vous est pris pour l'an prochain, mais peut-être même avant, qui sait, sur d'autres sujets. C'est l'occasion pour moi de vous annoncer quelques thèmes que nous allons traiter dans les journées d'actualité pour la prochaine période. Nous aurons le thème de la préparation des élections, pas plus tard que le 31 janvier, ici même à Kéops, puisque
ça n'a échappé à personne, nous avons des élections à préparer, enfin en tout cas dans les communes, très prochainement. Et puis ce thème sera aussi décliné dans les autres départements du Limousin, puisque la préparation des élections donnera lieu à une journée en Creuse et une journée en Corrèze. Nous aurons aussi à venir des journées qui seront consacrées à l'actualité des marchés publics prochainement, des journées qui seront consacrées également aux zones humides et à l'aménagement, des journées qui seront consacrées bientôt au mois de mai, début mai, à sens et valeur du service public. Alors là, j'insiste sur cette date-là, je crois pouvoir dire même que ce sera le 12 mai, c'est la date prévisionnelle, alors sous réserve qu'on ne soit pas obligé de changer cette date, c'est une journée qui sera importante, on peut dire du même format que ce qu'on a fait sur les territoires face aux défis climatiques, mais aussi la réforme de la fonction publique. Donc une journée complète avec des ateliers ou des tables rondes et des conférences sur le thème donc des valeurs du service public et notamment des domaines dans lesquels ces valeurs sont fortement interpellées. Je pense par exemple à la tarification des services publics avec des expériences de tarification progressive, de tarification sociale, de tarification écologique. Je pense aussi au thème de la laïcité, une grande valeur du service public, mais qui fait l'objet de difficultés particulières dans certains cas. Je pense au thème également de l'accessibilité au service public. Donc rendez-vous le 12 mai pour tous ceux que ça intéresse, et j'en profite du reste pour lancer un appel aux collectivités qui, sur ces sujets-là, que ce soit la tarification, que ce soit l'accessibilité ou que ce soit la laïcité, veulent apporter un témoignage ou présenter une innovation. Je ne sais pas, telle ou telle collectivité qui aurait par exemple travaillé sur une tarification sociale des services à l'usager, des services locaux, eh bien, qu'ils n'hésitent absolument pas à nous contacter, à se mettre en rapport avec moi tout simplement, parce que je vais prochainement organiser quelques groupes de travail préparatoires pour cette journée du 12 mai. L'idée, c'est bien sûr d'alimenter la réflexion avec des expériences locales dans toute la mesure du possible. Voilà, donc vous voyez, nous ne manquerons pas de sujets tout au long du semestre. Vous allez du reste recevoir régulièrement cette programmation, pour que vous puissiez vous inscrire en amont, organiser vos agendas, mais il y en aura pour tous les goûts, que ce soit pour les administratifs, les financiers, les techniques, etc., etc. Je vous remercie de votre attention. Je ne crois pas qu'on ait davantage de questions peut-être à soulever maintenant, à moins que vous me démentiez. Je suis là pour vous répondre. Et sinon, je vous souhaite un excellent appétit en vous remerciant à nouveau de votre participation. Absolument. Merci à tous.